Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 2 mai 2025. On se penche ce soir sur les attentes du peuple en ce qui concerne les élections de 2026. Chacun a son lot de bonheur et de douleur dans ses consultations pour lesquelles rien ne se dessine pour l'instant. Les ambitions ne manquent certainement pas, mais en attendant que les aspirants s'affichent ouvertement, on aborde pêle-mêle quelques chantiers auxquels ils viendront faire face. Les réalités du terrain, les besoins des populations, les priorités de l'heure et tout ce qui va avec le bien-être des habitants de nos différentes contrées. En plateau ce soir, Stanislas Amoy, journaliste chroniqueur. Stanislas, bonsoir. Bonsoir Wahab, toujours un plaisir de vous retrouver. Vraiment plaisir partagé. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Merci en face beaucoup. de vous, Olivier Sedjuro. Olivier Sedjuro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, vous êtes coordonnateur national adjoint du réseau des jeunes leaders du Bénin. Merci pour votre disponibilité. Je vais adresser la toute première question à Stanislas Amoy. On a 2026, hein. C'est vrai que pour l'instant, rien ne se dessine. On a déjà suffisamment commenté cet aspect, mais il y a que beaucoup de chantiers attendent ceux qui vont se présenter plus tard comme les aspirants, soit au fauteuil présidentiel, à l'Assemblée nationale, au niveau des mairies et autres. Donc, on se propose ce soir d'évoquer les attentes des populations. Comment vous voyez ces différents chantiers? Bon, déjà, avant d'aborder ces chantiers, je voudrais qu'on fasse une petite clarification entre le peuple et les populations. D'accord. Parce qu'à mon sens, en tant qu'observateur analyste, j'estime que le peuple n'est pas forcément la population. Ou le peuple n'est pas forcément les populations. Au niveau des populations, on a à l'intérieur le peuple électeur et le peuple non électeur. Parce que ne l'oublions pas, les élections approchent, mais n'iront qu'aux unes que ceux-là qui sont non seulement en âge de voter, mais qui ont leur carte d'électeur et qui auront la volonté de se lever ce jour-là. Parce que on a connu par le passé des gens qui remplissent les conditions, qui ont leur carte d'électeur, mais qui se lèvent dimanche matin, qui disent, bon, moi, franchement, je dois aller à la messe, je dois aller à la messe, j'ai mon champ à labourer, ou je dois aller au sport. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on ils n'en font pas une priorité le jour J. Exactement. Donc, je pense que à l'intérieur des populations, il y a le peuple électeur, le peuple non électeur. Maintenant, qu'on soit électeur ou non électeur, il y a des attentes. Et les attentes, c'est sur plusieurs chantiers. Vous avez commencé par l'évoquer. Je pense que il y a des chantiers spécifiques selon qu'on appartienne à un corps de la société ou à un autre. Au niveau des médias, les attentes que nous avons ne sont pas les mêmes qu'au niveau des instituteurs, par exemple, qu'au niveau des acteurs politiques eux-mêmes, par exemple. Parce que au sein du peuple électeur, toujours, il y a des acteurs politiques qui vont aux urnes, qui, pour consolider leur base, leur électorat, qui pour essayer de démontrer à la face du peuple qu'ils sont toujours en accord avec leur fief électoral. Donc les attentes ne sont pas forcément les mêmes, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle. Néanmoins, il y a de ces attentes-là qui sont communes et largement partagées par tout le monde, lesquelles sont par exemple le bien-être de tous, parce que qu'on soit homme des médias, acteurs politiques, instituteurs ou paysans, on aspire tous au bien-être justement, à ce que nos conditions de vie et de travail soient améliorées par les nouveaux élus de 2026. Donc ça, c'est un fait. D'accord. Comment y arriver? Ça, d'accord, on va revenir sur le mécanisme à mettre en place pour parvenir à ce soir. Alors, monsieur Olivier Sedjuro, comment vous voyez la chose, les différents chantiers qui sont, je dirais, qui constituent les grandes attentes de nos populations, pourquoi pas du peuple en général? Merci bien, monsieur Wahab, et je prends la balle au bon par rapport à la clarification de monsieur Stanislas. Ouais. Pour ne plus revenir sur ces détails par rapport à la clarification, mais juste pour dire que, comme il a si bien le dit, les attentes, il y a des attentes qui sont communes. Oui. Alors, nous sommes en 2025. Nous avons un régime qui est en train de finir son deuxième mandat. Mais avant de parler de 2026, des attentes du peuple par rapport à 2026, j'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le passé. Allons-y. Pour voir, mais quelles étaient les attentes du peuple en 2006. En 2006 ou en 2016? Pardon, en 2016 et même en 2006. D'accord. D'accord. Alors, 2016, c'était l'achèvement d'un régime, le régime de la refondation, tout ce que vous voulez. Et
je vais vous dire une chose. La particularité du peuple béninois, c'est qu'en réalité, le peuple béninois a toujours été un peuple qui n'est pas trop exigeant. Ah bon? Ah oui, pas trop exigeant, tout simplement parce que l'attente du peuple, du béninois lambda, c'est d'assurer son pain quotidien. D'accord? Et une fois qu'il arrive à assurer son pain quotidien, il se dit quelle est sa condition de vie de façon globale. Je prends un exemple très simple. Un père de famille qui sort tous les matins, qui va au travail, que ce soit dans le public ou dans le secteur privé, qui paye une scolarité pour ses enfants, et qu'un beau jour, il se trouve que malheureusement les enseignants soient en grève. Et donc en sortant, il voit son enfant à la maison. Il est malheureux parce qu'il se dit, mais cette grève, elle finira quand? Oui. Parce que ça joue sur l'avenir de son enfant. Tout à fait. Je prends un autre exemple. Un père de famille qui voit son épouse ou son enfant malade et qui se rend à l'hôpital et qu'on lui dise qu'on ne peut pas prendre soin de son enfant tout simplement parce que les médecins sont en grève. Les médecins sont en grève. Voici deux exemples qui montrent les attentes communes du peuple. D'accord. Et en 2016, de 2006 à 2007, voire même plus loin, toutes ces choses-là étaient une réalité de notre pays. Donc, c'était des attentes simples, basiques, que le peuple béninois avait vis-à-vis de ses dirigeants. D'accord. Vous sortez un matin, après une nuit torride de pluie torride, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire un pas devant votre portail juste pour aller travailler. Votre attente à ce moment-là, c'est quoi? Vous vous dites, mais si au moins il y avait le goudron ou le pavé, ou même que l'assainissement du cadre de vie était meilleur, j'aurais pu sortir à temps et me rendre au travail. Je vais plus loin. Les jeunes qui sortent avec le bac ou avec un diplôme à l'université, mais qui ont besoin d'emploi. Ça, c'est une priorité des parents, c'est une priorité des populations, des plus jeunes. Mais malheureusement, il se fait que quand ils postulent, par exemple, à un concours public, mais ils se rendent compte d'office que si je n'ai personne au pêcher, je ne serai pas recruté. C'est un souci pour ces... En clair, les attentes sont vraiment nombreuses. Hein? Très bien. Les attentes étaient nombreuses. Mais tous ces cas que je viens de citer aujourd'hui, de 2016 à 2025... À aujourd'hui donc. À aujourd'hui, qu'en est-il? Nous n'avons plus de grève dans le public. Nous n'avons quasiment plus d'inondations autant que par le passé. D'accord. Ce qui voudrait dire que ces attentes, la majorité des attentes basiques du peuple béninois ont été comblées. D'accord. Alors si la majorité des attentes sont comblées, Stanislas, à moi, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'attentes, que les nouveaux dirigeants n'ont pas à s'inquiéter? Bon, déjà, je constate que mon vis-à-vis, c'est un acteur politique, donc il est dans son rôle. Il est un peu dans un exercice de bilan aussi, parce qu'il est en train de faire constater qu'il y avait des attentes et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Je ne partage pas forcément son avis. Je ne dis pas qu'il y a pas. Il a dit que la majorité je n'avais pas fini. Il n'a pas conclu sur le fait que bon, il n'y a plus d'attente. Oui, même que la majorité, n'est-ce pas, est réglée. Non, justement, même la majorité des attentes, c'est pas réglé. Non, parce que nous sommes quand même des Béninois. On vit dans le pays, on vit le quotidien. On discute avec toutes les catégories socio-professionnelles et on sait le retour qu'on a. On peut estimer que, parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas là pour faire un bilan, lui, il est un acteur politique, mais le constat que moi je fais, c'est que il y a des efforts qui sont faits. Il faut être malhonnête pour vouloir dire le contraire. Mais, vous et moi, nous connaissons l'adage, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et donc, il y a des chantiers qui ont été amorcés. Mais n'oublions pas que, si je prends ce que M. Sedjo disait tout à l'heure, quand on veut parcourir une décennie, nous savons que les attentes que le peuple béninois avait en 2016, ce n'est pas forcément les mêmes attentes en 2025-26. Pourquoi? Parce que les paradigmes sociaux sont en train de changer. C'est ça. Il y a une forte digitalisation des choses aujourd'hui, le numérique, les réseaux sociaux, ça crée de nouvelles attentes au profit des jeunes. Et je voudrais aussi que nous constations que la jeunesse ou le peuple en général doit changer ses attentes. Je donne un simple exemple. Allons-y.
Si par exemple, au niveau des écoles de formation, on sort, et nous sommes 1000 à sortir des écoles de formation, et on sait que pour les concours, parce qu'il a fait cas des concours tout à l'heure par exemple, on sait que pour les concours, on recherche 50 personnes. Est-ce que nous avons encore intérêt à inscrire tous nos enfants dans une école X? Parce qu'on sait qu'au bout du rouleau, on veut 50 personnes. Même s'il y a la transparence au niveau des concours et tout ce qu'on veut, la transparence ne peut pas nous amener à quitter un lot de 50 à 5000. Si le nombre de places à pouvoir c'est 50, la transparence va nous amener à pouvoir à 50 postes. Donc à la base déjà, les populations doivent réorienter leurs attentes. Les parents doivent dire, cette filière-là au bout du rouleau, on ne met que sur le marché 50 ou 100. Donc on change de filière, on réoriente les enfants. Donc nous devons apprendre aussi à réorienter nos attentes pour ne pas mettre tout le fardeau sur les dirigeants que nous élisons. Parce que là aussi, il y a un problème fondamental. D'accord. Alors, monsieur Sedjiro, je sens que vous voulez compléter. Parce bien que sûr, oui, je suis tout à fait en phase avec monsieur Amoa. Et comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas fini. Ok. Alors, ce n'était pas une conclusion définitive pour dire que bon, il n'y a pas d'attente, mais c'est que bon, beaucoup de choses ont été faites. Il me fallait faire ce récap-là. D'accord? Pour fixer, pour mieux vous expliquer les attentes du peuple béninois aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que le peuple béninois est un peuple qui n'était pas trop exigeant. D'accord. Parce que les attentes étaient basiques. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les réelles attentes? Voilà. Alors, étant donné que les attentes basiques, la majorité des attentes basiques a été satisfaite, aujourd'hui, il faut reconnaître que le régime du président Patrice Talon a vraiment élevé le niveau. D'accord. Ce qui pousse maintenant le Béninois à être plus exigeant. C'est ça. Et moi, j'aime bien me focaliser sur l'aspect purement développement. D'accord. Parce que les thématiques qui m'intéressent, c'est quoi? Est-ce que l'environnement au Bénin permet que l'initiative privée, les entreprises privées puissent éclore et avoir une bonne viabilité? Est-ce que les secteurs porteurs de notre pays, comme par exemple le tourisme, qui peut apporter des ressources à notre pays, est-ce que ces secteurs-là, on a eu vraiment de grandes avancées? Ce qui est le cas. Et donc, à partir de cet instant, aujourd'hui, le Béninois a changé. Le paradigme a réellement changé. D'accord. Tu as parlé de digitalisation. Mais il y a une grosse interrogation au niveau des populations. Le Béninois lambda se demande, bon, quand même, quand on a fini de faire tout ça, quand on a fini d'avoir toutes ces réalisations, d'avoir ces entreprises, ces investisseurs qui viennent en même temps, quelles répercussions cela a, je dirais, au niveau du panier de la ménagère? Qu'est-ce que cela a à voir, par exemple, dans son plat à la maison? Mais justement, vous savez, il y a beaucoup de choses. À la limite, c'est comme une révolution qui a été faite. Et ce n'est pas du jour au lendemain forcément qu'on a les fruits. Quoique aujourd'hui, les fruits, on les ressent de plus en plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens dans l'activité, dans plusieurs activités. Et donc, en réalité, les attentes aujourd'hui du peuple, moi, je vais vous les dire. Allons-y. Les attentes, c'est qu'on puisse avoir en 2026 un dirigeant aussi visionnaire, un dirigeant de vision, comme l'a été le président Patrice Talon, afin que ces efforts qui ont été faits ne puissent pas connaître de recul. D'accord, qu'il n'y ait pas de chute. Tout à fait. C'est-à-dire, vous attendez également que celui qui vient en 2026 puisse maintenir là-bas et même faire mieux. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la réelle attente du peuple béninois. Oui, Stanislas, à moi, ma question tout à l'heure de ce côté, c'était de savoir, oui, on a eu je dirais des entreprises étrangères et autres, il y a eu de gros investissements, il y a le secteur du tourisme, n'est-ce pas, qui a connu de rénovation, au point que, bon, le Bénin devient un pays, n'est-ce pas, qui attire le monde. On se demande qu'est-ce que cela a comme répercussion, n'est-ce pas, dans le plat ou dans la poche du citoyen lambda? Parce que le citoyen, après tout, c'est la question qui se pose, c'est la question qu'il se pose. Je me suis réjoui quand vous étiez en train de faire cette question à M. Sedjiro, parce que je pense que c'est l'une des questions fondamentales qu'on peut se poser, que ce soit au Bénin ou ailleurs. On a vu un peu dans notre pays où le Bénin a eu des bons au plan financier. Il y a des organismes internationaux qui nous donnent des notations, voilà, A+, B+, en tout cas. Et quand on a ça, on est fier. Mais le Béninois,
dans son quotidien, se demande, d'accord, il y a tout ça, mais est-ce que je le ressens? Je ne pense pas que la plupart des Béninois puissent répondre par l'affirmative à cette question. Et quel est le problème qui se pose? Parce que ça devient un peu bizarre quand on sait que, bon, on est dans un cadre, dans un pays où on a des investissements, on a des actions qui se posent, il y a vraiment des fruits d'une manière ou d'une autre, mais que le citoyen lambda continue de dire que, bon, que lui ne sent rien, un peu comme si sa situation ne s'est pas améliorée. Vous et moi, nous sommes au sein de la population, nous sommes citoyens au-delà de tout, et nous vivons ces réalités. Sur le marché, par exemple, de la consommation, on a vu que les coûts des denrées de première nécessité ont augmenté. Et ça, ce n'est pas une invention. Ce sont des réalités. Que le développement rime avec la cherté de la vie. Non, vous savez, on ne va pas se... Non, on ne va pas dire ça. On veut que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour aller sur les marchés. L'autre aspect que je voudrais aborder, c'est que les attentes des populations je ne suis pas pessimiste, mais elles ne seront jamais comblées à 100%. Pourquoi? Parce que la démographie augmente. Et c'est un aspect important dans l'appréciation des politiques de développement. La démographie du Bénin en 2016 n'est pas la même en 2025-26. Pas du tout. Ça veut dire que ça augmente. Et les nouveaux, ceux qui naissent, ceux qui arrivent, ceux qui croissent, ont de nouvelles attentes que n'avaient pas forcément leurs aînés en 2015-2016. Et il faudra tenir compte de ça aussi. Et donc, par rapport à ça, les nouveaux dirigeants qui arrivent doivent consolider les acquis. Et puis maintenant, à partir de là, voir les nouvelles attentes à combler. D'accord. Alors, on va aborder le volet mécanisme, parce qu'il faut le mécanisme qu'il faut pour que, oui, bien que la barre soit haute, n'est-ce pas, le nouveau venu ou les nouveaux dirigeants, n'est-ce pas, puissent tenir compte de tout cela pour pouvoir... Comment vous pensez, parce que, bon, celui qui viendra n'est pas systématiquement Patrice Talon, il n'y a pas eu une moule par laquelle il faut passer et sortir Patrice Talon. Par conséquent, comment vous pensez que celui qui vient en 2026 ou les nouveaux dirigeants qui viendront, n'est-ce pas, pourront appréhender, je dirais, ces réalités de nos concitoyens? Très bien. Alors moi, je vais aller dans du factuel. Consolider et maintenir, mais aller de l'avant, faire mieux. D'accord. C'est ce qu'on peut retenir déjà. Je vais dans du factuel. Je prends par exemple cette grande initiative qui est GDIZ. D'accord. Aujourd'hui, c'est une zone économique que nous avons qui est très dynamique, mais qui, je dirais, en griffe malheureusement, ne fait que capter des investisseurs étrangers. D'accord. Pour que cela se ressente, l'amélioration du mode de vie du Béninois, pour que cela se ressente déjà dans les assiettes, comme vous le dites, c'est que, qu'on puisse avoir plus d'emplois, que ce soit venant des investisseurs internationaux, mais mieux, qu'on puisse faire en sorte que ce soit des capitaux locaux qui puissent massivement investir à GDIZ. Et ça, il y a un mécanisme. C'est pour ça que j'aime bien le terme mécanisme. Moi, j'aime dire plutôt de la méthodologie. Mais vous voyez, pour investir aujourd'hui, faire de l'entrepreneuriat, malheureusement, il y a un frein qui a toujours été là depuis des décennies, c'est que il faut que vous ayez le minimum de moyens financiers. Mais il y a des méthodes qu'on peut employer de sorte à ce que même un jeune qui n'a pas de moyens financiers, qui n'a pas de soutien financier, puisse pouvoir capter des ressources financières, que ce soit de la banque ou d'une autre manière, capter ces ressources-là et qu'on puisse l'accompagner à investir et à créer de l'emploi à travers la création d'usines et tout ce qu'on veut. Parce que l'industrialisation, c'est forcément par là que passe le développement de notre pays. Vous trouvez que c'est un levier important? C'est un levier important. Donc, le mécanisme que ce nouveau chef d'État doit mettre en place, c'est de pouvoir créer un écosystème qui puisse permettre aux gens d'investir facilement, de pouvoir avoir des ressources afin de pouvoir investir facilement, de sorte à... D'accord. Allez, on est à l'échelle industrielle avec monsieur. D'accord. D'accord. On est au niveau plus ou moins industriel avec monsieur Sedjiro. Mais est-ce que vous voyez le citoyen lambda, le béninois ordinaire, comme on dit, appréhender les choses de cette manière? Il se dit, mais quand même, comment on fait? Mes besoins, est-ce que c'est systématiquement cela? Non, c'est peut-être une partie des attentes. Et je le rappelle toujours, il parle en tant qu'acteur politique, il est en train de
qu'on le veuille ou pas, de revenir un peu sur les acquis et tout ce qui a été fait. Mais quand on des acquis qu'il ne faut pas lâcher également. Oui, il ne faut pas lâcher. Oui. Mais la thématique, on parle des attentes du peuple. Donc ça veut dire que au sortir des élections générales de 2026, nous attendons quelque chose. Oui, de nos nouveaux dirigeants. De nos nouveaux dirigeants. Oui. Et quels que soient ceux qui seront élus, on attend toujours du nouveau. Parce qu'on ne se lasse jamais d'avoir des attentes, par exemple. Pas du tout. Et donc, on attend toujours du nouveau. On attend toujours qu'on fasse plus. Et le minimum aujourd'hui, c'est par rapport au bien-être socio-économique de tous. Et je l'avais rappelé en début que, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, il y a ceci de particulier que le Béninois veut avoir ses 3 repas par jour, dormir en sécurité, avoir l'écolage pour ses enfants, vaquer à ses besoins sereinement. Et puis, quand il tombe malade, il peut avoir justement un accès facile aux soins d'hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Après les réalisations, oui, l'industrialisation, la modernisation, la mécanisation agricole, je suis d'accord avec tout ça, mais de façon basique, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la chose, c'est que, si vous prenez le cadre de l'emploi, par exemple, je l'avais dit un peu, il faut que, désormais, oui, le peuple peut s'attendre à des choses de la part de ses dirigeants parce qu'on les élit quand même pour faire des choses dans le pays, je suis d'accord, mais rééduquons-nous par rapport à nos attentes. Si, par exemple, on sait que pour tous les concours d'État, ou de la fonction publique, on ne dépasse pas la barre des 40 ans. C'est un exemple que je prends. Et qu'il y a un monsieur qui a 42 ans, qui élit ses nouveaux dirigeants en 2026. Il est à la maison, il demande qu'on lance un concours de recrutement. Est-ce que c'est normal? Ça ne l'est pas, en fait. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer que, oui, il faut avoir des attentes, mais il faut surtout travailler à avoir des attentes légitimes. Il ne faut pas tout baisser sur le dos des dirigeants. Nous les avons élus, paf, on croise les bras. Non! Il y a des réalités et c'est pour ça que j'ai dit il faut réorienter nos attentes, il faut rééduquer nos enfants aussi, voir les filières qui sont là aujourd'hui, qui sont bondées de monde, même dans le journalisme aujourd'hui, plusieurs enfants après le bac s'y investissent, mais pas la suite. Je vous amène sur un autre terrain, c'est le monde de l'informel de façon globale. L'informel estime avoir suffisamment d'attentes que majoritairement bien de nos dirigeants n'arrivent pas à combler. En tout cas, jusque-là, il se trouve que quand on fait des bilans, on présente les bilans, tous ces bilans prennent en compte les autres secteurs, mais majoritairement, rien ne revient pratiquement je dirais, à l'informel. Est-ce que vous comprenez tout au moins ce besoin-là, ô combien légitime de nos citoyens qui sont au niveau de l'informel? Oui, vous savez, le secteur informel dans tout pays, c'est un secteur qui n'est jamais maîtrisé à 100%. Très difficile à maîtriser. Et même, je peux vous dire que plus le pays connaît un certain développement, l'informel grandit. C'est ça. Oui, c'est clair. Donc, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, des mécanismes sont mis en place pour permettre aussi à ceux qui sont dans l'informel de rejoindre le secteur formel. Toujours est-il que si l'économie du pays va bien, autant l'informel grandit, les gens se sentent bien, ils ont de quoi se nourrir, se vêtir et tout ce qu'on veut. Et quand le gouvernement met en place le système qu'il faut pour permettre aux gens d'être dans la sérénité, de rejoindre le secteur formel, ils rejoindront forcément le secteur formel. Ça, c'est une réalité. D'accord. Alors, quand vous côtoyez, dois dire, des citoyens béninois et autres, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qu'ils vous formulent, je dirais, comme des besoins? Alors, moi, je vais vous dire, comme je l'ai dit à l'entame, les besoins sont basiques d'abord. C'est aujourd'hui que les attentes sont plus grandes parce que, je l'ai dit, vous savez, au début du régime du président Patrice Talon, on a parlé de Bénin révélé. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais c'est aujourd'hui qu'on sait réellement ce qu'on met dans ce Bénin révélé-là. Il y a eu des sacrifices énormes qui ont été faits. Est-ce que ces sacrifices annulent les besoins des populations? Non, est-ce que ces sacrifices satisfont totalement les citoyens béninois et qu'en 2026, ils doivent dire qu'ils n'ont plus de besoins, ils n'ont plus rien à espérer, ils n'attendent plus rien de leurs nouveaux dirigeants? Les besoins sont là, ils sont même plus grands. Et comme je le dis, ces sacrifices-là ont été faits justement pour combler les attentes des populations. Certains besoins ont été comblés. Mais
on n'a pas fini de combler les besoins. Voilà pourquoi et selon vous, qu'est-ce qui reste? Voilà pourquoi je dis, que l'attente primordiale que doit avoir le Béninois aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenir les acquis, de sorte à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Vous savez, j'ai toujours dit que le problème de nos pays, en général, c'est un problème de vision. Parce qu'on ne définit pas une vision claire, une vision de gouvernance. Et donc, à chaque changement de régime, c'est un éternel recommencement. Et aujourd'hui, avec le bond que le Bénin a fait, il est clair, il n'est plus possible de tomber dans ce travers-là, de revenir en arrière et de remettre en cause tout ce qui a été fait. Il faut améliorer ce qui a été fait. Il faut apporter plus de méthodologie, mais on ne peut pas revenir en arrière. Sur le secteur informel, vous le disiez tantôt, on en connaît, hein, on en côtoie au quotidien qui sont dans le secteur informel. Sauf que quand vous êtes dans l'informel, vous n'êtes pas sécurisé. Quand vous êtes dans l'informel, c'est que tout ce qui est réglementé par l'État vous passe dessus. Vous voyez, vous avez difficilement des partenaires, vous pouvez souscrire difficilement à des appels d'offres, quel que soit le domaine, parce que vous êtes dans l'informel. Donc, l'informel, c'est un secteur qui absorbe beaucoup, mais cela n'est pas encouragé dans un pays qui se respecte. Parce que, par exemple, si je prends le cas de l'essence frelatée, on voit les dégâts que cause à des moments donnés cette activité-là. Et quand ça se passe ainsi, le sinistre, comment l'évaluer? Or, si c'était dans le formel avec les mini-stations, vous avez des compagnies d'assurance, vous contractez et on peut évaluer le sinistre pour vous dédommager. Mais dans le secteur informel, ce n'est pas possible. Donc, quand on parle, il faudrait montrer aux gens aussi l'avantage et l'intérêt qu'ils ont à se formaliser au vu de l'activité qu'ils sont en train de mener. Mais toujours est-il, et je sortirai par là, que les attentes ne sont jamais totalement comblées parce que chaque jour qui passe, les paradigmes évoluent. Il y a de nouvelles naissances, les besoins s'expriment, il y a de nouvelles orientations, il y a de nouvelles naissances et ceux-là qui naissent ont des besoins actuels que n'avaient pas forcément leurs aînés. Alors, je vais rester avec vous pour dire ces besoins, comment vous pensez que le peuple va les exprimer? Parce que d'ordinaire, on réclame de nos dirigeants une présentation d'une feuille de route claire, un projet de société clair et autres, mais il n'y a pas au niveau des citoyens, au niveau des populations, cette adresse au niveau des dirigeants. Genre adresser toute une liste des besoins et autres. Cette fois-ci, quel mécanisme vous pensez que les concitoyens doivent mettre en place dans les différentes contrées pour soumettre leurs besoins, leurs attentes aux nouveaux dirigeants? C'est déjà la sociologie politique de notre pays qu'il faut revoir. Parce que depuis la base, on n'a jamais procédé ainsi. Les gens viennent à leur meeting, on ne les écoute même pas. Les gens, on est sur les téléphones à la fin, il faut qu'ils finissent pour que, voilà, ce qu'il a donné, les sandwichs, les petits billets qu'il doit donner, voilà, qu'il donne, on ne l'écoute même pas. Donc, sociologiquement, il va falloir retravailler sur ça. Et même, si vous parlez des projets de société, je pense que nous sommes pratiquement en retard déjà parce que 2026 n'est pas loin. On est à moins d'un an des élections. On ne sait pas qui est candidat. À quel moment vont sortir ces projets de société, quel temps les populations vont même si on les envoie, vous et moi, Wahab, est-ce qu'on a le temps de parcourir ces projets de société pour voir ce qu'il y en est? Donc, c'est compliqué. Ça, je pense que c'est un débat fondamental qu'il va falloir faire plus tard. D'accord. Alors, je vous retourne la même question. Comment les populations, n'est-ce pas, nos concitoyens doivent adresser leurs doléances, leurs besoins aux nouveaux dirigeants? Alors, vous savez, les doléances et autres, ça passe par les revendications. Et le seul creuset plus formel que ces populations-là ont, où ils peuvent adresser leurs doléances, ce qu'ils vivent au quotidien, c'est à travers les dirigeants ou encore à travers les partis politiques. Voilà pourquoi le militantisme doit être une chose qui doit être vraiment valorisée. Quand vous êtes dans le militantisme, jusqu'à la base, vous arrivez facilement à recevoir les doléances des populations. Et d'ailleurs, nous, au SGLB, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous sommes fréquemment sur le terrain, proches des populations, pour mieux percevoir leurs problèmes. Nous sommes dans la population. Donc, mieux percevoir les réalités et les attentes, afin de les remonter, afin de les porter de façon légitime, pour que ces attentes-là soient comblées à travers, justement, les élections. D'accord.
Alors, j'ai une toute dernière question pour vous. Vous dites que souvent, quand les candidats et autres viennent, les populations, ou en tout cas cette foule qui s'amasse, ne l'écoute souvent pas. Mais est-ce que vous pensez qu'en retour, quand il y a les besoins, quand il y a les doléances, quand il y a les attentes, est-ce que les candidats, qu'ils soient en position de candidat ou en position d'élu, n'est-ce pas, écoutent? Bon, je pense que sur l'instant, ils écoutent parce qu'ils doivent écouter. Ils sont candidats, ils aspirent à quelque chose, donc ils doivent écouter. Mais après avoir écouté, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Une fois qu'on est élu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'est la question. C'est pour ça que je parle de la sociologie politique. Parce que nous n'étions pas habitués justement à exprimer nos attentes à travers des doléances et nous n'étions pas forcément habitués à ce que les politiques nous écoutent aussi. C'est pour cela qu'une fois arrivé au pouvoir, et c'est là que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le chef de l'État, il est formidable dans la matière, parce que tout ce qu'il est en train de faire actuellement, il l'avait dit. Beaucoup ne l'avaient pas écouté, ils étaient concentrés à manger, à autre chose, mais tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il l'avait dit. Ça fait partie également des promesses électorales. Des promesses électorales, justement. Donc, là-dessus, on le salue pour ça. Et donc, pour les fois à venir, écoutons ce que les politiques disent. Ne soyons pas à tête baissée dans nos téléphones. Écoutons-les. Parce que quand ils seront en train de dérouler ces programmes, on saura que cela a été promis. On dira plus qu'on est surpris. Allez, je vais finir avec vous la même question. Pensez-vous, comme Stanislas à moi, qu'à des moments donnés, les populations, pour ne pas dire les candidats ou les élus, ont l'oreille attentive en direction des citoyens? Oui, la majorité des populations n'a pas les oreilles attentives vis-à-vis des politiciens. C'est une réalité. Mais est-ce que les politiciens, eux, ils ont l'oreille attentive vis-à-vis des populations? Oh non, pas vraiment, parce qu'ils se disent, voilà, je viens avec de l'argent, je leur donne de l'argent et puis j'aurai mon résultat. Mais c'est là où je veux rebondir un peu sur ce que M. Stanislas a dit par rapport au projet de société. Voyez-vous, nous sommes dans une situation aujourd'hui où ceux qui ont des projets de société à exhiber, ce sont les opposants. Ce n'est plus le gouvernement en place. Non, pas du tout. Parce que le régime en place est dans un processus de vision. Le régime a déjà déroulé de façon claire sa vision. Et donc, c'est une vision que le régime veut achever. Même pas achever, continuer, parce que ce n'est pas en 10 ans qu'on l'achève, mais c'est une vision de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, le régime, si en 2026, il sort des urnes que c'est le régime, le candidat du régime qui est élu, mais il continue sur cette lancée. Mais les opposants, par contre, qui passent le temps à, excusez-moi, mais qui va vilipender tout ce que le régime fait, à ne voir le verre que totalement vide, au lieu de le voir à moitié plein, à eux maintenant de nous exhiber un projet de société. Parce que quand on critique, il faut faire des propositions concrètes. Olivier Sedjoro, c'est cet appel-là que moi je lance. D'accord, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit uniquement les opposants qui aient un projet de société. Même si le régime actuel proposait un dauphin ou un candidat, ce candidat ne va pas foncer tête baissée dans ce qui est en train d'être fait. Il doit avoir son projet de société à lui. Il doit présenter aux populations. Il doit le présenter aux populations. C'est à moi. Merci beaucoup. S'inspirer de ce qui est en train d'être fait actuellement, mais il aura son projet qu'il va défendre. Merci beaucoup, chers amis. Merci pour votre disponibilité. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que les attentes sont hectométriques au niveau de nos concitoyens. On va se donner un autre rendez-vous très prochainement pour les morceler petitement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Je vais dire merci à moi, à Monsieur Olivier Sedjoro. Non, c'est bien ça, non? C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Allez, portez-vous bien. Merci.